Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle passe d'armes entre le Mali et la France devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mali accuse la France de tentative de déstabilisation avec preuve à l'appui mais sans les montrer. Des allégations rejetées en bloc par la France. Les hostilités ont repris de plus belle au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, depuis le 24 août dernier, après plusieurs mois de trêve. Les pourparlers de paix pourtant annoncés semblent s'éloigner. Le secrétaire général de l'ONU dénonce une situation incontrôlable. Et la Somalie est de loin le pays le plus touché par la famine dans la Corne de l'Afrique. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance tire la sonnette d'alarme face à la progression du nombre d'enfants en malnutrition. Le pays est au bord d'une tragédie d'une ampleur inédite depuis des décennies. Le torchon brûle entre le Mali et la France. Le Mali a une nouvelle fois accusé la France de tentative de déstabilisation et de violation de son espace aérien devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 18 octobre. Des allégations que la France dément. Les autorités maliennes souhaitent qu'un arbitrage soit fait à l'ONU concernant ce dossier. Les explications de Roberto Bogbe. Dans la salle du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, une mise en garde du Mali à l'encontre de la France. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, accuse la France d'agression grave et d'espionnage. Le membre du gouvernement de transition critique également le silence des Nations Unies face aux manifestations successives des Maliens appelant à la fin des activités de la France dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité, qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien du Mali par les forces françaises, telles que le formule le ministre des Affaires étrangères, font suite à des précédents déjà condamnés plus tôt par Abdoulaye Maïga, le premier ministre par intérim du Mali, lors du débat général de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'ambassadeur français, Nicolas de Rivière, s'indigne et demande des preuves. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portée contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. Je rappelle que la France s'est engagée pendant 9 ans aux côtés du Mali, à la demande de ce pays, pour combattre les groupes armés terroristes et que 59 soldats français ont payé le prix de leur vie dans ce combat. Les autorités du Mali ont renouvelé leur demande d'une réunion spécifique du Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter des preuves concrètes de l'implication de la France dans ce qu'ils considèrent comme des actes de fragilisation et de déstabilisation du pays qui traverse une phase de transition. Il ne sera resté en poste que 7 mois. Le ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Randriamandrantho, a été démis de ses fonctions le 18 octobre par le président André Joël. Il lui est reproché son vote à l'ONU en faveur de la résolution condamnant les annexions illégales de la Russie sur l'Ukraine, une décision que le chef de la diplomatie malgache aurait prise seul. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga. Pour avoir condamné l'action offensive de la Russie en Ukraine, le ministre malgache des Affaires étrangères Richard Randriamandrantho a été limogé du gouvernement mardi 18 octobre 2022 par le président Andry Rajoelina. Les autorités malgaches reprochent à l'ancien ministre d'avoir pris seul la décision de voter en faveur de la résolution de l'ONU condamnant les annexions illégales de la Russie sur l'Ukraine le 12 octobre à l'ONU, ceci sans avoir consulté le gouvernement et le chef de l'État malgache. Le limogeage du ministre des Affaires étrangères Richard Randriamandrantho peut être surprenant et assez brut après avoir pris connaissance. Mais quand on s'intéresse de près à ce qui s'est joué au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce que l'on peut dire, c'est que contrairement à sa défense,
le ministre n'a pas respecté un certain nombre de choses. Avec ce vote, Madagascar fait partie des 143 pays s'étant prononcés en faveur d'une résolution de l'ONU contre la Russie. Pourtant, depuis le début du conflit russo-ukrainien, le 25 février 2022, Madagascar, comme d'autres pays africains, s'était abstenu de voter des résolutions contre la Russie, campant fermement sur une position de neutralité. Je pense que déjà, forcément, il y a dû y avoir concertation avec le président Hans Rajwen pour avoir une position monolithique et en tout cas qui ferait figure de représentation de Madagascar. Par ailleurs aussi, il omet le fait qu'il y ait quand même une tradition de non-alignement qui est notamment un héritage de l'ancien président Didier Ratsirk. Et par ailleurs, on ne peut pas faire fi non plus du fait qu'il y a des accords militaires qui ont été signés en ce début d'année avec la Russie et que Madagascar, comme beaucoup de pays africains, tente sur le plan géopolitique de jouer la dimension multipolaire en ouvrant notamment des accords et des partenariats bilatéraux avec d'autres pays, et la Russie permet finalement de sortir quelque peu du joug qu'il pouvait y avoir avec l'ancienne puissance tutélaire que représente la France. Richard Randjiamandranto était en poste depuis mars 2022. Le décret d'abrogation de sa nomination en tant que membre du gouvernement a été publié dans l'après-midi du 18 octobre 2022. Le nouveau chef de la diplomatie malgache par intérim est le ministre de la Défense, le général Richard Rakotonirina. La trêve d'il y a quelques mois semble bien loin au Tigré, région située dans le nord de l'Éthiopie, alors que des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine étaient annoncés. Le conflit semble s'enliser. L'armée éthiopienne affirme avoir pris le contrôle de plusieurs villes de la région. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la situation devient incontrôlable. Un sujet de Kamesh Katapoulé. L'armée éthiopienne gagne du terrain au Tigré. Dans un communiqué publié ce 18 octobre, elle indique avoir pris 3 villes de cette région située au nord du pays. Il s'agit d'Alamata, de Korem et Shiré. Une opération qui a suscité une vive inquiétude dans les rangs de la communauté internationale. Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué que la situation en Éthiopie devient incontrôlable. La violence et la destruction ont atteint des niveaux alarmants. Le tissu social est en train de se déchirer. Les hostilités dans la région du Tigré en Éthiopie doivent cesser maintenant, y compris le retrait immédiat et le désengagement des forces armées érythréennes d'Éthiopie. Outre l'ONU, l'Union africaine a également lancé ce 16 octobre un appel au cessez-le-feu. Un appel entendu par les rebelles tigréens qui s'étaient dit prêts à respecter une cessation immédiate des hostilités. Si de son côté le gouvernement éthiopien affirme être favorable à des pourparlers de paix, il n'entend toutefois pas renoncer à sa stratégie militaire dans la région en proie à un conflit qui perdure depuis près de 2 ans. Le gouvernement est contraint de prendre des mesures défensives pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Il est donc impératif qu'il prenne le contrôle immédiat de tous les aéroports, autres infrastructures fédérales et installations. Tout en poursuivant ses objectifs, le gouvernement est déterminé à une résolution pacifique du conflit via les pourparlers de paix sous l'égide de l'UA. Des pourparlers de paix devaient avoir lieu en Afrique du Sud, mais les discussions ont finalement été reportées. Les rebelles du TPLF avaient évoqué des raisons d'ordre logistique. La Somalie est au bord d'une tragédie d'une ampleur inédite depuis des décennies. Le nombre d'enfants en malnutrition est en progression. Selon les spécialistes, les enfants somaliens courent un réel danger car les enfants souffrant de malnutrition sévère ont jusqu'à 11 fois plus de risques de mourir de diarrhée ou de rougeole que les enfants bien nourris. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. C'est un sujet de la rédaction. C'est du jamais vu depuis un demi-siècle en Somalie. Un risque de mortalité infantile inquiétant a été décelé par l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Un enfant par minute est admis dans un établissement de santé pour être traité pour malnutrition aiguë sévère. Les derniers taux d'admission montraient que 44 000 enfants avaient été admis dans des établissements de santé en août dernier. Donc c'est 1 par minute.
C'est un enfant dont la mère a marché pendant des jours pour obtenir de l'aide, un enfant qui se bat pour survivre, un enfant dont la vie est bien sûr en jeu. Début septembre, l'ONU a averti que 2 districts devaient faire face à la famine au 4e trimestre 2022. Le nombre d'enfants somaliens âgés de 6 mois à 5 ans qui sont exposés à la malnutrition aiguë sévère est passé de 386 000 à 513 550, soit une augmentation de 33%. La situation actuelle semble déjà pire que celle de 2011, lorsque la famine a tué plus de 250 000 personnes en Somalie. Les choses vont mal et chaque signe indique qu'elles vont empirer. Donc sans plus d'action, sans plus d'investissement, nous sommes confrontés à la mort d'enfants à une échelle jamais vue depuis un demi-siècle. Alors que la Corne de l'Afrique subit sa pire sécheresse depuis 40 ans, après 4 saisons des pluies consécutives ratées, une 5e saison des pluies maussades s'annonce. La Somalie est de loin le pays le plus touché par la famine, conséquence directe de la sécheresse et du changement climatique. Une vulnérabilité exacerbée par les attaques des éléments d'Al-Shabaab et par la hausse des prix des produits alimentaires. Également dans l'actualité, le Maroc, premier partenaire économique de l'Union européenne sur le continent africain, a signé le 19 octobre un partenariat vert avec l'UE. C'est inédit. Objectif affiché, renforcer la coopération bilatérale en matière d'énergie et de lutte contre le réchauffement climatique. Il convient de rappeler que le Maroc est frappé par une sécheresse historique et un stress hydrique structurel. Rappelons enfin que le Maroc a adopté depuis 2009, une stratégie énergétique basée sur les énergies renouvelables avec l'objectif de porter la part des énergies vertes dans la production d'électricité à plus de 52% en 2030 contre 20% actuellement. Dans le reste de l'actualité, les pétrins sont à l'arrêt en Tunisie. Près de 3200 boulangers ont entamé ce mercredi 19 octobre une grève ouverte pour réclamer le versement par le gouvernement de compensation due au titre de subventions étatiques. La Chambre syndicale nationale des propriétaires de boulangeries a affirmé que 14 mois de subventions n'ont pas été payés par l'État. Toutefois, la grève devrait s'arrêter ce jeudi car un accord a, semble-t-il, été trouvé avec l'État. Rappelons que la Tunisie est en proie à une grave crise financière et attend une aide de 1,9 milliard de dollars de la part du Fonds monétaire international. Le tout dans un contexte de crise politique depuis que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Fin de grève en revanche pour les employés de Transnet en Afrique du Sud. L'entreprise sud-africaine de logistique a annoncé le 17 octobre avoir conclu un accord de 3 ans avec le syndicat majoritaire UNTU. Cette grève de près de 2 semaines aura coûté quotidiennement des millions de dollars aux exportateurs de minéraux et de produits agricoles. Plus de détails avec Zara Mohamed Moutiou. L'entreprise de logistique publique sud-africaine Transnet annonce la conclusion d'un accord salarial avec le syndicat qui représente la majorité de ses travailleurs, mettant fin à une grève de 2 semaines qui a fortement impacté le secteur des exportations de matières premières, qui a enregistré d'importantes pertes. Le syndicat exigeait une augmentation salariale supérieur au taux d'inflation qui était de 7,6% en août dernier. Ces derniers mois, nous avons vu les taux d'intérêt augmenter chaque mois et pour nous, il suffit de dire « Écoutez, nous voulons quelque chose pour pouvoir payer notre maison et de quoi subvenir à nos autres obligations du quotidien. » Le syndicat uni des transports et des métiers connexes s'est mis en grève le 6 octobre. La plupart de ses membres ont repris le travail depuis mardi, après un long bras de fer qui a finalement débouché sur un accord. Pour les employés, cette grève était nécessaire. Nous ne sommes pas heureux d'être ici. En réalité, c'est douloureux. Ça fait mal. Si vous voyez des gens chanter, scander ici tous les jours, vieux comme jeunes, c'est parce qu'ils ont mal. Ils sont là pour le syndicat, ils sont ici pour leur famille. La grève a entravé les opérations ferroviaires et portuaires de fret de l'entreprise Transnet, y compris au niveau du port de Durban, l'un des plus actifs du continent africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.